Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette balado-diffusion du Conseil québécois du commerce de détail où on se penche sur des enjeux des détaillants, de l'industrie, des grandes tendances aussi qu'on observe dans l'industrie, de ce qui s'en vient, des grands enjeux modernes aussi de la numérisation, les grands enjeux de la distribution, tout ce qui concerne les détaillants. Donc, mon nom est Jean-Guy Côté, je suis directeur général du Conseil québécois du commerce de détail. Et je suis accompagné aujourd'hui du président de Corem, Jean-Sébastien Guy. Bonjour, Jean-Sébastien. Bonjour Jean-Guy. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu de géolocalisation, donc qui est une nouvelle grande tendance dans le commerce de détail. Mais avant d'aborder directement le sujet, je le pose à tout le monde que j'invite au balado. Comment ça se passe selon vous dans le commerce de détail? Qu'est-ce que vous voyez là, chez vos clients, les grandes tendances? Qu'est-ce que vous voyez aussi? Qu'est-ce qui s'en vient aussi dans le futur? C'est quoi la nouveauté que vous voyez Mhm. actuellement, aujourd'hui, en 2022? C'est une bonne question, puis il y a définitivement plusieurs façons d'y répondre. Je commencerai tantôt dans l'introduction, tu disais la nouvelle tendance en géolocalisation, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même un concept qui existe depuis très longtemps, plusieurs décennies, on peut aller jusqu'à un bon 15-20 ans facilement. Donc, ça date quand même pas d'hier que les commerçants utilisent, exemple, le géomarketing, qui est une des techniques là, probablement un petit peu plus connues dans le secteur, pour justement choisir un emplacement ou ouvrir une boutique, un magasin, un point de service. Euh, pour répondre directement à ta question, ce qu'on voit comme tendance présentement depuis bon nombre d'années, et ça bien avant la COVID, bien entendu, c'est que c'est sûr qu'il y a un mouvement vers le digital, le numérique, tu en parlais un petit peu. Donc, il y a une grosse tendance, même dans les plus petits commerçants, veut pas. Donc, Amazon a provoqué, c'est sûr, beaucoup de disruption, si on peut dire, dans le comportement des consommateurs. Donc, de plus en plus de gens achètent en ligne. Il y a François Charon, là, qui est bien connu dans le secteur, là, ça fait des années qui fait un peu l'évangélisation des commerçants pour dire si vous n'avez pas de boutique en ligne, vous n'existez pas. Fait que ça remonte quand même pas ailleurs. Fait que ça, c'est une première tendance qu'on voit, c'est ça, tout le mouvement vers le numérique, les transformations digitales, transformations numériques, c'est une tendance qui est très lourde et nous, ce qu'on voit, c'est que c'est rendu un peu, c'est une question de survie. Fait que c'est comme la loi de Darwin, là, donc les commerçants doivent s'adapter ou essentiellement, ça va être difficile pour eux de survivre dans le futur. Euh, Ce qui nous touche peut-être un petit peu de plus près, veut pas, c'est que c'est sûr aussi, même avant la COVID, la mort du commerce de détail, briques et mortier, le commerce physique était annoncé. Il y avait plein de statistiques à cet effet-là. Puis finalement, on se rend compte que euh, selon certaines statistiques, pour chaque commerce qui ferme, il y en a 2,7 qui ouvrent. Euh, Maintenant, est-ce que c'est le même pied carré? Est-ce que c'est le même format de magasin, de boutique, de restaurant? Non. Effectivement, l'industrie se transforme. Si on pense à des détaillants grande surface, Winners, Sears, name it, Target, on voit que tu ne veux pas, c'est des magasins, des bannières qui se sont transformées. Mais même Amazon regarde encore euh, d'ouvrir des points physiques de service parce que ça reste que le consommateur demande une proximité, puis que le digital, c'est une tendance lourde, mais c'est pas non plus des commerces 100% digital, ça reste que c'est pas non plus, ça ne s'applique pas en fait à tous les biens de consommation qui sont vendus. Ben, écoutez, puis si je reprends quand même une statistique, là, il faut toujours se rappeler qu'il y a encore 85 du commerce qui se fait encore en briques-et-mortier. D'ailleurs, c'est une statistique que vous faites la promotion, mais qui confirme aussi ce que nous, on voit dans nos propres statistiques au Québec. Donc, il y a encore des gens dans les magasins. Donc, c'est important d'aller capter aussi les, les, un peu les tendances que ces gens-là aussi font. C'est quoi leur grande, leurs grandes habitudes de consommation, comment ils se déplacent, où ils vont. Donc, c'est important pour un détaillant aussi d'aller capter ça. Mais on sait aussi, là, on a passé à travers la pandémie, là, on est rendu en 2020.
2022. On espère que c'est pas mal derrière nous, mais il y a encore du monde qui en subissent les conséquences. Donc, il y a encore des détaillants qui ont encore un résiduel de ça. Donc, moi, je suis néophyte dans le géospatial, dans la géospatialité, là, la technologie. Là. Comment ça peut m'aider comme détaillant? Oui, bonne question. Comme je disais un peu en introduction, c'est sûr qu'il y a des concepts, disons, qui sont quand même bien établis. Comme je vous dis, rares sont les détaillants qui vont ouvrir un point de service, une boutique, un magasin ou qui vont même construire un magasin avant d'avoir fait un minimum d'analyse. Donc, que ce soit à l'interne ou que ce soit via une firme spécialisée qui va venir les appuyer. Donc, comme je vous dis, ça reste que c'est un concept là, d'analyse de marché, de segmentation, que ça fait des années que ça existe. Ce qui change présentement avec la COVID, comme je vous disais, c'est qu'il y a comme un mix beaucoup plus présent entre le numérique, le digital, le commerce en ligne et le point de vente physique. Et pendant des années, si vous vous rappelez, on allait chez Canadian Tire ou chez, peu importe, à l'épicerie, puis on se faisait tout le temps demander par le caissier ou la caissière, est-ce que je peux avoir votre code postal? Hein? Combien de personnes se sont fait poser cette fameuse question-là? Puis, derrière ça, dans le fond, le détaillant, ce qu'il cherchait à savoir, c'était la provenance de sa clientèle. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il cherchait à avoir le code postal parce que la promotion, le marketing, si vous voulez, de la marque se faisait à travers des publicsacs, se faisait à travers le réseau papier et les routes d'acheminement des publicsacs sont faites en fonction des codes postaux. Par contre, en 2022 et dans les années à venir, quand on parle de commerce en ligne, quand on parle de proximité client, le code postal, comme je dis, il est fait en fonction d'acheminer du courrier, pas en fonction nécessairement de comprendre la provenance exacte de vos clients. Je m'explique. Quand une personne achète en ligne, automatiquement, le détaillant capture son adresse et son adresse exacte parce que la personne, elle ne veut pas se faire livrer à son code postal, elle veut se faire livrer à son pied de porte. Il faut que le colis, peu importe, qui est après ça livré par une compagnie spécialisée, il faut qu'il n'arrive pas 4 pâtés de maison à côté ou pas chez le voisin ou l'appartement ou le 214B puis le 214A. Donc, le détaillant maintenant se doit de gérer cette composante-là d'adresse de manière beaucoup plus précise qu'avant. Après ça aussi, ce que ça veut dire, c'est que quand on fait du marketing, de la promotion, du géomarketing pour amener de la clientèle dans notre succursale, bien, le code postal, lui, a une zone qui est un petit peu changeante, si on peut dire. Donc, les codes postaux sont attribués en fonction d'un nombre de ménages dans un secteur géographique. Fait que, encore une fois, je vous donne un exemple, mais le code postal qui couvre la TUC et le code postal qui couvre un petit bloc de maisons, soit dans le centre-ville de Québec ou de Montréal, n'a vraiment pas la même grosseur géographique, la même étendue géographique. Ce qui fait que si on part d'un code postal pour, mettons, la région de Montréal, on est peut-être dans un pâté là, de 10 mètres par 10 mètres, tandis que si on est en Abitibi, en Gaspésie ou dans la Haute-Mauricie, ça va être des territoires qui vont dépasser des kilomètres carrés de grandeur. Donc, est-ce que vraiment toutes les personnes en Gaspésie ont les mêmes comportements d'achat? Absolument pas. Au même titre que dans le downtown Québec ou Montréal, est-ce que tout le monde va avoir les mêmes comportements d'achat? Non plus. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment rendu à l'ère de l'hyper-localisation, si on peut dire, tant au niveau du ciblage par les détaillants que pour l'acheminement, dans le fond, des colis, des biens qui ont été achetés en ligne par le détaillant. Puis encore une fois, la clé, ce n'est pas un versus l'autre. Ce n'est pas le réseau physique en opposition au commerce en ligne, puis le commerce en ligne en opposition. Le succès réside dans le fait de marier un peu ces deux réalités-là, ces deux boutiques-là que le commerçant va avoir et de tirer profit des données de un au profit de l'autre, essentiellement. Et je pense que tout le monde, la très grande majorité maintenant des détaillants sont aussi des gens qui livrent à la maison parce qu'ils ont tous maintenant une plateforme en ligne. Donc, ça devient important pour
pour le détaillant d'être précis. Il y a un article de blog qui est publié d'ailleurs dans le cadre des activités du CQCD que vous avez produit, qui est absolument intéressant. Il y a beaucoup de données dans l'article, donc j'encourage les gens d'aller le voir. Là. Mais une des choses que je trouvais intéressante, puis on a tous eu l'expérience du livreur qui s'est trompé de 2 portes, puis on a perdu notre boîte, puis comment ça se fait que j'ai pas eu mon matériel, puis on doit retourner vers le détaillant pour dire, puis ça amène de la friction, puis c'est clair que ça réduit la qualité de l'échange avec le détaillant, puis la fidélité, mais je pense que ça peut être une solution aussi pour ce dernier kilomètre, cette livraison-là, d'avoir une géolocalisation plus Ouais, exact. efficace. Tout à fait, tout à fait. Puis on parlait de grandes tendances. C'est sûr, le concept du last mile là, ou du dernier kilomètre prend de plus en plus d'importance dans l'expérience client. Tu l'as mentionné, c'est la raison numéro 1 pour laquelle une personne voudrait ou ne voudrait pas refaire affaire avec un détaillant en ligne, c'est le concept de livraison. Le prix que tu me charges, le temps que ça prend pour me livrer, la précision avec laquelle vous allez être capable de me livrer chez nous, puis comme tu dis, pas 2-3 portes à côté. Fait que, on voit que l'emphase qui est mise sur la fameuse expérience client est très, très, très impactée positivement ou négativement via ce concept-là de last mile delivery. Quand on regarde, c'est sûr que, bon, c'est loin d'être l'entièreté des détaillants qui vont avoir leur propre flotte de véhicules pour livrer. Hein, on s'entend, les compagnies vont faire affaire avec des compagnies spécialisées dans le domaine. Et dans un peu le fardeau revient à cette compagnie-là d'avoir le bon système de dispatch, en fait, ou de livraison. Par contre, comment le détaillant, lui, peut aider, c'est au moment de la saisie de l'adresse. Donc, quand le consommateur passe la commande en ligne, ça prend un système qui est capable de reconnaître l'adresse et de la corriger. Donc, on peut penser on se met à taper notre adresse. Je suis sûr que vous avez déjà tous et toutes un peu eu cette expérience-là. On commence à taper notre adresse, puis à un moment donné, pouf, on voit notre adresse apparaître. Le petit formulaire nous suggère, nous propose de compléter avec le bon code postal, avec la province, avec la ville, etc. Mais encore, malheureusement, il y a encore surprenamment beaucoup de commerçants qui vont avoir des formulaires un peu maison qui ne proposent pas ces fonctionnalités-là. Ce que ça fait, c'est quand la commande en fait est envoyée à la compagnie de livraison avec une adresse qui a été mal saisie, qui n'a pas été validée, qui n'a pas été corrigée, c'est là qu'on vient d'augmenter justement le risque d'erreur de livraison. Puis on se ramasse avec une situation que le livreur doit appeler et dire bon, là, je suis à tel endroit, il y a une maison rouge en face de moi, est-ce que je suis à la bonne place? Puis là, le consommateur dit ben voyons, hein, vous êtes 3 rues à côté, moi je suis à tel endroit. Fait que, le risque que dans le fond, le consommateur peut-être choisisse une autre marque la prochaine fois est plutôt grand dans ce genre de situation-là. La pandémie a fait en sorte que les clients ont changé aussi leurs habitudes. Donc, nous-mêmes, là, on se promène beaucoup plus de façon pédestre dans les rues principales. On va magasiner un peu dans le quartier. Il y a une augmentation de l'achalandage aussi au niveau des gens qui font leur commission à pied. Donc, je voulais savoir, la géolocalisation, ça peut quand même aider pour ce type de clientèle-là. Oui, bien, tout à fait. Tantôt, on parlait des détaillants qui, dans le temps, demandaient des codes postaux. Les détaillants aussi, ça fait quand même plusieurs années, ils utilisent des données démographiques, que ce soit des données de StatCan ou d'autres données commerciales disponibles pour savoir dans tel secteur, j'ai combien de personnes âgées entre 26 et 45 ans, c'est quoi le niveau de scolarisation, c'est quoi le niveau de revenus par ménage, c'est quoi le niveau de dépenses. Puis là, on peut aller surprenamment quand même dans des niveaux très précis de dépenses. On peut savoir les dépenses dans certaines catégories, en alimentation, en restaurant, en alcool. Fait que c'est vraiment très, très segmenté. Encore une fois, quand on parle de gens maintenant qui se déplacent de plus en plus, il y a la notion de trafic, mais pas de trafic routier, mais de trafic pédestre. Et c'est une nouvelle donnée, c'est un nouvel intrant qui est disponible pour les commerçants. Donc, c'est plus seulement question de savoir
bon, mais dans tel secteur, il y a tant de personnes, puis je vais prendre une hypothèse qu'il y a un certain pourcentage qui, bon an, mal an, passe devant mon commerce. Mais le bon an, mal an n'est plus assez bon, n'est plus assez précis. Les gens veulent savoir exactement j'ai combien de voitures, j'ai combien de personnes qui passent dans tel secteur. Et cette donnée-là est disponible. Par contre, là, c'est là qu'il faut faire attention, c'est que cette donnée-là est disponible sous certaines réserves. Donc là, on parle de plus en plus d'enjeux de vie privée, de confidentialité de la donnée. Il y a, malheureusement, un peu le Tim Hortons dans les derniers mois qui ont fait les manchettes, comme quoi, avec leur application de fidélité, ils collectaient de la donnée de géolocalisation sans nécessairement le consentement des usagers. Et de plus, c'est qu'ils collectaient de la donnée même quand l'appareil n'était pas nécessairement à proximité. Ce que ça a eu comme effet, c'est que Tim Hortons pouvait savoir exactement où les gens demeuraient, donc les adresses domiciliaires. Là, on commence un peu à être très intrusif. Donc, c'est pour ça que c'est important quand on choisit ce genre de données-là, qui sont très riches et qui, basées sur notre expérience récente, ont une très forte corrélation avec le succès de votre bannière. Par exemple, on a fait des analyses avec des compagnies pétrolières qui ont des stations-service, qui ont des dépanneurs, et on a découvert là, des patterns, des corrélations très, très fortes entre le volume d'exemple d'essence qui était vendu dans certaines succursales par rapport au trafic routier et pédestre. Même chose avec des banques. Donc, on a fait le même principe avec des compagnies bancaires canadiennes qu'on a trouvé des corrélations très fortes. Pas avec l'ensemble des produits. Donc, Jean-Guy, tantôt, tu parlais de que le lien encore du consommateur local est encore très fort. Oui, mais ça dépend des produits. Exemple, pour une banque, ce n'est pas tous les produits bancaires qui sont consommés de la même manière. Certains le sont beaucoup plus en ligne, d'autres le sont en succursale. Puis l'idée, c'est de comprendre quels sont ces produits-là qui ont une forte demande en succursale. Parce que je vais adapter mon offre, je vais adapter mes conseillers. Est-ce que je vais mettre plus de tel type ou de tel type? Fait qu'on a trouvé des patterns très, très forts. Et ça aide les détaillants, ça aide les gestionnaires à prendre des décisions en fonction d'adapter l'offre et pour ainsi maximiser les résultats de l'entreprise. Et vous, chez Corem, je pense que vous pouvez accompagner le détaillant à faire ce type d'analyse-là. Je pense que vous avez des services. Parlez-moi un peu de Oui. qu'est-ce que vous offrez, puis comment vous pouvez accompagner les membres du CQCD dans le cadre d'un processus. Il y a différentes manières, puis je donne tout le temps l'exemple de la pizza. OK? Fait que, il y a différentes manières qu'on peut consommer une pizza. On peut appeler en take-out, la pizza arrive à la maison, on peut aller en magasin pour la manger sur place, ou on peut l'acheter congelée à l'épicerie, ou on peut acheter les pièces détachées, les ingrédients, la sauce, la pâte, etc., et on l'assemble nous-mêmes. Fait que c'est peut-être un mauvais exemple, mais c'est quand même pour illustrer avec un concept que tout le monde connaît. Chez Corem, c'est un peu le même principe. Fait que l'offre de service est faite en fonction de on est capable de livrer 100% de la solution en mode clé en main, ou on peut aussi offrir uniquement que les ingrédients et toutes les alternatives ou toutes les différentes combinaisons entre les deux. Et tout ça va être en fonction d'une seule chose, c'est le niveau de maturité ou d'expertise de notre client. Donc, si on fait affaire avec une compagnie qui est très, très tech-savvy, qui est très déjà connaissant au niveau du numérique, qui a une équipe d'IT, qui a une équipe d'analytique, par exemple, ça se peut que notre collaboration va être juste de fournir, de vendre les ingrédients. Dans d'autres cas, comme c'est le cas avec les plus petits détaillants, souvent, qui n'ont pas nécessairement des grosses équipes, qui n'ont pas nécessairement l'expertise, la connaissance, on peut arriver avec une offre qui est beaucoup plus clé en main pour justement minimiser un peu l'impact. Le plus grand danger, justement, c'est pour un détaillant, c'est de se lancer là-dedans sans avoir l'expertise, l'accompagnement nécessaire. Parce que c'est pas vrai que la technologie règle tous les problèmes. La technologie, c'est un des ingrédients, mais ce que les compagnies
un peu oublient, c'est leur niveau de maturité, c'est leur niveau de connaissance pour être capable de tirer profit de ces données, de ces technologies-là. Écoutez, je pense que ce n'est que le début de la conversation dans ce cadre-là. C'est un outil supplémentaire dans le panier des outils des détaillants pour être plus efficace, pour rejoindre leur clientèle de la meilleure façon aussi. Euh, je te remercie beaucoup, Jean-Sébastien, aujourd'hui. Les coordonnées vont être sur notre site pour ceux que ça intéresse de faire un suivi avec vous. Il y a un article de blog aussi qui est publié, donc qui est très, très intéressant, qui décrit quand même pas mal en profondeur les données. La conversation aujourd'hui était très enrichissante. Je pense que les détaillants pourront en bénéficier aussi pour commencer tout de même une réflexion vers ce type d'outil-là qu'ils pourraient utiliser. Et j'imagine qu'on peut très bien rejoindre Corem si on a besoin d'aide. Donc, Tout à fait. voilà. On a une belle équipe. On est basé à Québec. On couvre l'ensemble non seulement de la province, mais du territoire aussi canadien, américain. Euh, Puis je le dis souvent, c'est oui, on fait affaire quand même avec des très grosses marques dans le marché au niveau du commerce de détail et d'autres aussi, là, bien entendu. Ce n'est pas notre seul secteur, notre seule industrie qu'on dessert, mais ça reste qu'il y a un attachement un peu local. Fait que j'aime souvent dire l'expertise qu'on développe, qu'on acquiert, qu'on bonifie avec des clients de renommée internationale, ben, les compagnies locales au Québec vont en bénéficier aussi. Fait que quand vous faites affaire avec Corem, c'est pas juste, ça fait 29 ans qu'on est en business et qu'on connaît notre secteur, c'est aussi l'expérience qu'on a bâtie, qu'on a acquis avec des clients vraiment d'envergure. On est très content de pouvoir en faire bénéficier les marques québécoises. Parfait. Mais merci beaucoup, Jean-Sébastien, pour la conversation aujourd'hui. Merci à vous de Puis, m'avoir invité. merci à tous les détaillants qui sont à l'écoute. Je vous souhaite une bonne journée.